Bonjour ou bonsoir Thomas et Xavier Simion qui est parmi nous aujourd'hui. Salut Xavier. Salut Daryl, salut Thomas et salut tout le Salut monde. Xavier. Écoute Xavier, déjà merci de nous faire l'honneur de ta présence. Voilà, donc comme on l'a annoncé plus tôt, on va parler de ce qui s'est passé, de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Michelin qui ne sera plus le fournisseur de pneus du MotoGP, ce sera Pirelli à partir de 2027. On s'est dit avec Thomas que il fallait en parler avec un pilote, un spécialiste du sujet, quelqu'un qui a roulé avec les Michelin. Et qui est de mieux que Xavier Simion pour décrypter tout ça? Écoute, j'espère que mon avis et mon expérience avec ces pneus, même si ça apportera pas grand-chose au grand public, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à dire. Déjà, la première question pour vous, les gars. Bon, Thomas, nous, on avait eu un petit peu des infos avant, mais est-ce que ça vous surprend, cette annonce qui est tombée aujourd'hui? Est-ce que vous vous y attendiez? Vas-y, Xavier, vas-y. Il y avait des rumeurs. Maintenant, c'est vrai que Michelin tenait à rester en MotoGP, car c'est une vitrine pour eux qui est très très importante, car c'est le summum de la moto, c'est le summum de la technologie. Et c'était une occasion pour eux de montrer que leur produit était très performant, même s'il n'y a pas de concurrence directe. Donc je pense que voilà, c'était entre guillemets attendu, oui et non. Thomas, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots pourquoi est-ce qu'il y a eu cette décision, ce changement? On a eu quelques explications de Michelin ces jours précédents, et puis aujourd'hui, une interview qui est sortie sur Motorsport de Piero Taramasso qui détaille un petit peu le pourquoi du comment. Oui, après, c'est pas que Motorsport. On a reçu cet audio en fait, de la part de Michelin ce matin. Oui, les raisons. Alors, la raison, c'est qu'il y a eu des négociations, bien évidemment, mais la volonté de Dorna, le promoteur du championnat, c'était de pouvoir avoir un seul manufacturier sur les trois championnats, Moto 2, Moto 3, MotoGP. Et c'est quelque chose à laquelle Michelin n'a pas souhaité accepter. C'est quelque chose que Michelin n'a pas souhaité accepter, pardon, pour la simple bonne raison, c'est qu'ils se disent que le MotoGP, c'est vraiment, comme disait Xavier tout à l'heure, c'est le pinacle de summum du sport moto, avec des motos qui vont très vite, des contraintes énormes sur les pneus. Et donc, voilà, c'était pour eux une vitrine, la vitrine, forcément, bien évidemment. Mais pas que. Ils investissent aussi. Ils ont beaucoup investi sur le Moto E depuis la naissance, l'avènement de ce championnat en 2019. Et donc, voilà, avec des pneus qui sont en partie, en tout cas déjà à moitié, constitués de matériaux renouvelables. Voilà, pour eux, c'était pas question d'investir tous les championnats. Voilà. Xavier, la première chose, quand on s'est parlé ce matin, que tu m'as dit, c'est ça peut rebattre les cartes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'un changement de manufacturier pneu, ça peut, comme tu dis, rebattre les cartes et influer sur la compétition? Je pense que ça va jouer un rôle très déterminant sur l'arrivée déjà de la nouvelle réglementation en MotoGP avec les nouvelles cylindrées. Et ça va complètement changer aussi le comportement des motos. On sait que les Pirelli sont des carcasses beaucoup moins rigides que les Michelin. Les motos GP aujourd'hui sont des motos qui sont vraiment ultra rigides. Donc je ne sais pas comment Pirelli va pouvoir arriver directement avec des pneus à la hauteur que ce qu'avait amené Michelin ici ces derniers temps. Car on a pu voir que Michelin a énormément évolué au fur et à mesure des années. On voit des chronos qui n'ont jamais été réalisés sur beaucoup de circuits. Déjà à l'époque où moi je roulais en 2018, en 50 ans, l'évolution c'est juste incroyable. Donc certes, Pirelli sera peut-être un peu en retrait par rapport à Michelin au début, mais voilà, c'est une grosse boîte qui sait faire des très bons pneus aussi. Donc les marques s'habitueront, les pilotes s'habitueront, et de toute façon ils auront pas le choix. Et c'est possible qu'il y ait des pilotes qui soient hyper à l'aise avec les Michelin. On sait notamment, Thomas l'a expliqué dans une vidéo antérieure, que la Ducati, c'est le constructeur qui vraiment a réussi à comprendre au mieux comment faire fonctionner ce pneu. C'est possible qu'il y ait des pilotes qui arrivent, qui changent de pneumatique et qui soient complètement perdus, déboussolés, déséquilibrés. Ouais, ça sera à voir sur le moment même. Après, voilà, ce sont des pilotes c'est les meilleurs pilotes du monde aujourd'hui. Ils savent très très bien s'adapter. Surtout que tous les pilotes s'entraînent avec des motos de route à côté, donc, dont certains avec les Pirelli. Donc je pense que sur tout le plateau qu'il y a aujourd'hui en MotoGP, ce ne sera pas un problème de s'adapter.
Là où il faudra s'adapter, c'est plus sur la gestion d'une course, plus que la performance. Thomas, toi, bon, quand on parle avec les pilotes, tous encore un petit peu, ce qu'ils nous disent en général, hein. Alors évidemment, souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'un a fait une mauvaise course, bon, il tape un peu sur les pneus. Mais de manière générale, les pilotes MotoGP sont hyper contents des pneus Michelin. Et voilà, c'est le top du top, quoi. C'est un petit peu ce qu'ils nous disent. Je crois que c'est encore Johan qui nous disait ça à Buriram en Thaïlande le week-end dernier. Oui, bah, effectivement. Après, comme dit Xavier aussi, il y a eu une expérience. Alors déjà, de son passage à Xavier en MotoGP en 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de saisons, des contraintes qui ont été revues encore à la hausse. Enfin voilà, avec des motos de plus en plus rapides, les all-shot device, les ride device, l'électronique, les puissances, enfin tout. Donc des contraintes de plus en plus importantes et Michelin a réussi à garder ce développement, enfin en tout cas à suivre ce développement des MotoGP. Après, voilà, c'est sûr que Pirelli, ils arrivent avec un petit peu moins d'expérience, clairement, en tout cas sur des prototypes. Donc, forcément, la première saison sera une saison charnière. Mais ils ont encore, là, maintenant que l'annonce a été faite, ils ont 2 ans de développement. Ils vont tester très probablement, je pense que les règlements vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire tester avec les pilotes d'essai, comme quand Michelin est arrivé. Ils avaient eu, je me souviens de Crutchlow qui avait roulé avec les Michelin, je me souviens de plein de pilotes qui avaient roulé avec les Michelin pour commencer à développer, savoir aussi la taille du pneu. Je crois qu'ils hésitaient entre 16,5 et 17 pouces. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses qui vont être décidées là sur les prochains mois, sur les 2 prochaines années, ça c'est sûr. Donc après cette expérience, ils vont l'acquérir au fur et à mesure. Et j'ai pas de doute sur le fait qu'en arrivant en 2027, ils aient un pneu qui soit en tout cas bien éprouvé et testé. Voilà, donc après, il n'y aura pas de comparaison possible entre les 1000 et les 850. Donc après, on a un nouveau changement, on a un règlement qui sera différent. Donc ce sera difficile de comparer. En tout cas, je pense que l'expérience qu'ils ont fait que voilà, ils roulent quand même en Formule 1. Donc ils savent quand même aussi faire des pneus qui vont vite, quoi. Non, mais le Pirelli est un très très bon pneu, hein. C'est une des références dans le domaine des track days, on va dire. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que Pirelli va savoir être à un haut niveau très rapidement. Car voilà, c'est la marque qu'on connaît. C'est sûr que voilà, ça va changer par rapport au Michelin, mais ce sera plus un problème pour les manufacturiers, plus que pour les marques que pour les pilotes de s'adapter. Exactement. Ouais, et puis Pirelli est déjà en Mondial Moto 2, en Moto 3, en Superbike. Xavier, on le commande sur les RTBF. Et justement, il y a pas mal de réactions qui sont arrivées sur ce changement Michelin-Pirelli. On a des références à Phillip Island. On nous dit, putain, ils changent de manufacturier, ils vont sur un manufacturier Pirelli qui n'arrive pas à faire un pneu qui tienne toute la course à Phillip Island. C'est un petit peu ce qu'on a lu au niveau des commentaires des personnes avec qui on a discuté aujourd'hui avant cette vidéo. Faut juste préciser que Phillip Island, Xavier, toi qui as roulé, c'est un asphalte qui est particulièrement abrasif et c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a cet arrêt au stand obligatoire donc en Superbike. Pour expliquer, cette année, les pilotes, ils ne pouvaient pas faire plus de 11 tours avec un même train de pneus. Ils devaient passer par les stands et hop, changer de pneumatique et faire un deuxième run en gros. C'est d'ailleurs une situation qui est un peu bizarre et complexe parce que Pirelli est capable de faire une course entière à Phillip Island, vu que le Moto 2 l'an dernier, avec les Pirelli, la course était de l'ordre de 23 ou 24 tours, je crois, et il n'y a pas eu de problème de drop important sur ce Grand Prix-là. Pourtant, l'asphalte est exactement le même. Donc, à voir aussi si c'est le type de pneu que Pirelli avait envoyé pour cet événement en Superbike à Phillip Island. Peut-être qu'il l'avait envoyé plus tôt auparavant, je sais pas, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, et qui n'ont pas eu l'occasion de changer cette gomme car ils avaient déjà eu le problème l'année d'avant. Mais je pense clairement que Pirelli a la solution à ce problème-là et qu'on ne devra pas trop s'inquiéter là-dessus. Toi qui es au contact de Barry Baltus notamment, hein, ton compatriote en Moto 2, tu as vécu ce changement à ses côtés Dunlop Pirelli en Moto 2. Quelles étaient les réactions, les sensations de Barry, mais aussi des pilotes en général? Que le Pirelli apporte énormément de grip. Après, c'est un pneu qui est beaucoup plus difficile à gérer sur la distance de course. Il a fallu complètement revoir le style de pilotage. Maintenant, Pirelli apporte des pneus plus tendres que ce qu'apportait Dunlop par le passé. Mais voilà, même le Dunlop, c'était un pneu déjà très très performant à l'époque. Et comme on le voit, hein, les pilotes s'adaptent et les records ont été explosés lors des tests GRS en Moto 2.
Donc, ce sera, je pense, un peu la même chose en MotoGP. Même malgré le changement Parce que là, on va passer de 1000 à 850. On s'attend à une perte de 1 à 2 secondes au tour. Même malgré ça, tu penses que les records vont vite tomber? Je pense que ça prendra un certain temps maintenant, car avec les aéros, Michelin a vraiment amené des pneus très très performants ces dernières années. On a vu des chronos qu'on pensait impensables de faire, et pourtant ils ont quand même été faits. Là, le règlement revient quand même pas mal en arrière en supprimant les ailerons. L'arrivée de Pirelli, je pense qu'ils font quand même des très très bons chronos au début, mais je pense qu'ils seront quand même encore assez loin de Michelin. Et comme l'a dit Thomas juste avant, il n'y aura pas de comparaison possible car ce sera pas les mêmes motos. Donc voilà, il faut reprendre sur une feuille blanche et laisser faire les gens qui connaissent leur travail là-bas. Xavier, toi qui as roulé dessus, bon, bien sûr ça a changé depuis, mais en tout cas en MotoGP, sauf erreur, la force enfin du Michelin, c'est l'arrière, sauf erreur, hein. Comment c'est quoi en fait pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui explique quand on dit qu'un pneu est bon à l'arrière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie pour un pilote? Bah, ça signifie que tu as du grip sur toutes les phases d'inclinaison, que tu freines fort, que tu sois fort sur l'angle, tu peux accélérer et faire passer un maximum de puissance au sol. Et Ouais. c'est là où le Michelin est très très fort, c'est que bah, c'est un pneu qui est très rigide, mais qui offre un grip qui est juste incroyable. Et c'est pour ça que le pneu avant est très très difficile à comprendre, parce qu'il offre tellement de grip qu'on peut tellement y aller fort que des fois on se dit ça passera jamais. Et en fait, si, au plus tu lui rentres dedans, au plus ça tourne, quoi. Donc, et l'arrière, c'est pareil. Et en Superbike, c'est quoi la force? Enfin, en Superbike, voilà, on pourrait dire même, parce que les pneus du Moto 2, enfin en tout cas du Moto 2 sont un peu dérivés du Supersport. C'est quoi la force du Pirelli aujourd'hui? La force du Pirelli aujourd'hui, je pense que c'est un pneu qui offre énormément de grip sur les premiers tours. C'est un pneu qui est pas du tout dur à mettre en régime. Maintenant, on le voit, c'est un pneu qui se dégrade beaucoup plus rapidement. Mais est-ce que Pirelli va changer cette Ouais, donne pour le sûr, MotoGP? bien sûr. C'est à voir. Parce que comme on l'a dit là tout de suite, en Superbike et Supersport, le pneu à Philippe Allan, il tient pas plus que 11 tours. Tandis qu'en Moto 2, il faisait la course de 24 tours sans problème. Donc je pense que Pirelli a clairement le type de pneu pour pouvoir performer sur un Grand Prix complet aussi. Ouais, pour avoir interviewé Giorgio Barbier l'année dernière, effectivement, il m'avait dit qu'ils étaient pas du tout inquiets, hein, en tout cas Moto 2, Moto 3, pour pour cette épreuve en Australie. Alors Giorgio Barbier, c'est le directeur, le responsable, enfin le manager de Pirelli Motorsport. Euh, voilà, donc oui, c'est effectivement, on sait qu'ils savent faire. Voilà. Maintenant, est-ce que ce à quoi il faut penser derrière, c'est aussi le fait que, au niveau de l'infrastructure, ça va changer aussi un peu la donne du côté de chez Pirelli, parce que sur un week-end, on peut avoir 3 catégories, 4 avec le Moto E. On peut avoir l'Asia Talent Cup, également, ou alors sur les épreuves européennes, on peut avoir la Red Bull Rookies Cup aussi. Alors, je ne sais pas si au Mans cette année, là j'ai un doute, mais souvent, des fois, il y a le CEV aussi qui roule en même temps que les Grands Prix. Enfin, souvent, c'est Ouais, arrivé quelques fois au Grand Prix de France, c'est arrivé. notamment. Donc, voilà, en termes d'infrastructure, ça va vraiment changer la donne là, pour Pirelli, sachant qu'en plus, ils sont engagés. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, mais engagés en F1, quoi. Mais les rumeurs disent que la F1, ça s'arrête pour 2027. Donc, ils auront l'infrastructure de Ouais. la F1. Donc, ils pourront, je pense, et je pense ils seront bien préparés. De toute façon, voilà, quand ils sont arrivés en Formule 1, c'était pareil. Quand ils ont changé de manufacturier, tout le monde a eu peur et finalement, on a vu le résultat. Ouais. Ils ont été capables de faire des très très bons pneus en Formule 1 aussi. Donc voilà, je pense que c'est une très grosse boîte qui existe depuis très très longtemps. Et là-dessus, au niveau organisationnel, il y aura pas de souci. Ouais, bien sûr. Concernant ce fait d'avoir un seul manufacturier pneumatique et non pas comme à l'époque Bridgestone et Michelin, ou alors en endurance plusieurs marques, notamment on en parlait avec Thomas à Suzuka, il faut absolument des bridges pour gagner, etc. etc. Vous êtes pour, contre? Comment est-ce qu'on explique ce fait de vouloir, maintenant dans quasiment tous les championnats majeurs, hein, Formule 1, MotoGP, Superbike, etc., une seule même marque de pneumatiques? Pour avoir vécu le cas en endurance, c'est vrai que voilà, la guerre des manufacturiers pneumatiques, ça n'existe plus qu'en endurance.
et les marques qui y sont présentes sont performantes. C'est vrai que ces dernières années, les British ont montré qu'ils étaient un peu supérieurs. Je dirais pas en termes de performance pure, mais en termes de choix de pneus sur la distance de la course. Même si on a vu que Dunlop avait bien relevé le tir avec la BM en ayant fait pas mal de podiums. Je pense qu'ils ont même peut-être une victoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est sûr que c'est important pour les marques de se faire la guerre sur la même course. Mais après, en tant que pilote et pour les équipes, le fait d'avoir un seul manufacturier, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien le principe. Ouais, tu parles surtout en termes de voilà, toujours avoir le même pied Mais d'égalité, quoi. En gros, pas même pied arriver comme en d'égalité, et endurance. si jamais t'es pas performant, voilà, tu peux pas remettre la faute sur les pneus, car c'est souvent le syndrome du pilote. Que là, celui qui gagne, il a les mêmes pneus que toi. Et donc si tu es moins vite, c'est qu'il y a matière à faire. Et ça existe, Xavier, parfois, tu vois, comme tu dis, tout le monde a les mêmes pneus, mais ça existe de tirer au sort un mauvais pneu, d'avoir pas de chance. Il y a un pneu qui est un peu moins bon, un peu plus défectueux, et c'est toi qui le prends. Ça, les pilotes, souvent, ils disent, ah, j'ai pas eu un bon pneu. Ça arrive. Après, quand un pilote dit qu'il n'a pas eu un bon pneu, c'est pas quelque chose en termes de secondes, c'est en termes de feeling. Il y a peut-être 2, 3, 4 dixièmes au tour maximum, mais malheureusement à ce niveau-là, 3, 4 dixièmes, enfin, on peut le voir en Moto 2 ou en Moto GP. Ouais. Aujourd'hui, tu es à 8 dixièmes, tu es 26e. Donc les 4 dixièmes sont importants. Donc c'est plus dans ce sens-là quand un pilote dit qu'il a chopé un mauvais pneu, c'est pas que la performance est pas bonne du tout. C'est juste qu'il y a ce manque de petit grip qui fait vraiment cette petite différence qu'on aime bien avoir en plus. Et c'est plus dans ce sens-là quand un pilote se plaint. Mais pas parce que le pneu est mauvais. Ouais. Et est-ce que, bon, je continue, hein, les questions, tu sais, parmi les gens avec qui on a discuté, avant la vidéo, voilà, je dis aux gens, si vous avez des questions, vous nous envoyez, on les transmet, c'est l'occasion pour eux aussi de discuter de manière indirecte avec toi. On fera ensuite, quand on sera un peu plus habitué à YouTube et tout ça, des interventions avec des personnes qu'on invitera dans les vidéos, etc. Mais, donc, il nous disait, est-ce que le fait de changer de manufacturier, ça va régler les problèmes qui concernent la pression du pneu avant, puisque c'est le sujet du moment avec ce qui s'est passé en Thaïlande. Le problème des pressions, c'est plus une limite qu'avait fixée Michelin suite à comment ils construisent leurs pneus. C'était plus une question de sécurité parce que beaucoup de teams jouaient avec les pressions descendant très très bas pour justement offrir plus de surface de gomme au sol. Et Michelin là-dessus avait dit, voilà, ils avaient fait des analyses en disant, voilà, il y a un risque que les pneus puissent exploser. Et pour leur image à eux, ils ont préféré mettre une limite pour que les teams soient obligés de respecter les pressions. Maintenant, est-ce que ça va être la même chose avec Pirelli? Ouais, ça, c'est C'est la bonne question. En théorie, l'histoire de la pression, alors après, il va y avoir de l'aéro, mais un petit peu moins. Alors, c'est sûr, c'est pas les millimètres qui vont être un peu réduits en termes d'aéro qui va changer, qui vont changer quelque chose. En tout cas, drastiquement par rapport au fait qu'on supprime le Ride Device, enfin voilà, tous les devices. Mais en tout cas, on devrait peut-être avoir ce phénomène qui serait peut-être un peu moindre en 2027. Mais ça, encore une fois, on parle, pour l'instant, on n'a pas vu encore une seule 8,5 rouler sur circuit. Donc, on verra sur les premiers tests, en tout cas. Ça fait bizarre de dire 8,5. Il va falloir qu'on s'y habitue. En tout cas, Michelin, ils avaient projet de développer un pneu avant qui était en cours de développement pour justement mettre fin à ces problèmes de pression. Là, on voit qu'ils commencent à dire qu'ils vont voir s'ils vont continuer le développement en cours par rapport à divers paramètres. On peut s'attendre à ce que, Thomas, ce pneu avant qui allait solutionner, ou en tout cas réduire ces soucis de pression, ne voit jamais le jour. Écoute, c'est difficile de savoir. La Piero Taramasso disait que de toute façon, ils allaient s'engager à respecter ils respectent leur engagement jusqu'à fin 2026. Voilà, s'il y a des développements et qui ont été testés et éprouvés par tous les pilotes, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'introduisent pas. Après, voilà, Piero Taramasso dit que ce sera dans l'interview de Motorsport, là, justement, qui disait que faudra voir sur les prochains mois quelles sont les directions qui seront prises, savoir s'il y a vraiment un réel besoin d'introduire des nouveautés ou autres. Voilà, on sait que Michelin va assurer jusqu'au bout, et en tout cas, c'est leur volonté. Et puis, on peut imaginer que c'est pas non plus dans leur intérêt de finir avec
en lâchant, entre guillemets. Donc, c'est de finir Bien sur sûr. une bonne note, parce qu'on ne sait jamais. Je veux dire, Michelin est revenu en 2016 avec le nouveau règlement. Enfin, quand je dis nouveau règlement, c'était électronique unique. Michelin, voilà, et on peut imaginer que quand il y aura la prochaine appel d'offres, eh ben, peut-être que Michelin y répondra et sera sélectionné. Donc, c'est aussi toute l'expérience qu'ils auront acquise, qu'ils auront acquise, sera dans tous les cas utile. Alors, soit pour la production de pneus pour des motos de série, soit pour la suite, si jamais d'aventure ils reviennent. On ne sait pas non plus si ça se trouve, peut-être qu'il y aura une appel d'offres aussi en Superbike. Enfin, voilà, après, il y a plein de choses qui peuvent éventuellement évoluer. Peut-être qu'ils vont investir davantage. Alors, je ne sais même pas si récemment il y a eu des pneus Michelin en endurance, mais peut-être qu'il y aura une volonté de revenir en endurance. Il y en a eu très peu, je crois, Xavier, récemment. Ouais. Ouais. Donc, peut-être qu'ils investiront aussi l'endurance. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent encore. Il y a encore quelque chose. Alors, effectivement, comme je disais, c'est pas le pinacle du sport moto. C'est sûr que le MotoGP aujourd'hui, c'est la vitrine, mais je pense que pour l'endurance, ce sera bien. Je pense que Michelin, comme tu dis, Thomas, est susceptible de revenir en endurance et montrer que c'est une marque orgueilleuse. Hein. S'ils viennent, c'est pour gagner. Donc, je pense que ce sera tout bénéfice pour le WC. Et ça ne m'étonnerait pas de voir débarquer Michelin avec un team compétitif ou plusieurs teams compétitifs. En tout cas, je le souhaite pour le championnat. Oui, effectivement, là, parce que là, aujourd'hui, en endurance, on a Pirelli, Bridge, Dunlop. Là, ça, c'est les gros. Après, je crois qu'il y a une marque chinoise, je ne me rappelle plus son nom, qui vient de temps en temps avec un seul team. Mais effectivement, si on a une autre grosse marque comme Michelin, voilà, et peut-être qu'à l'avenir, peut-être que la volonté de l'endurance, ce serait aussi d'instaurer un manufacturier unique, et peut-être que, voilà, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, on va suivre les évolutions de Michelin et les records qui vont continuer à tomber, puisqu'on le rappelle, les pneus, ils permettent, comme disait Xavier, de battre record sur record année après année. C'est l'un des facteurs, ce n'est pas le seul, mais évidemment, les pilotes, à chaque fois qu'ils battent des records, ils le signalent. En parlant de pilotes qui battent des records, Xavier, on va profiter que tu es là. On est à 22 minutes. On va te faire un petit peu parler du Grand Prix de Thaïlande, que tu as suivi avec attention. Regarde, tu vois, sur la photo, là, derrière, on voit une petite moto rouge qui, a priori, a plutôt pas mal brillé là, dans ce week-end thaïlandais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix? J'ai pensé qu'on a affaire à un des plus grands, si pas le plus grand talent de tous les temps, et qui aujourd'hui est sur la moto favorite, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la meilleure moto, mais par les résultats qu'ils font ces derniers temps, je pense que ça l'est. Et on a vraiment affaire à un pilote qui est déterminé, qui est en mission, qui vient que pour une seule chose. Et il a prouvé ce week-end qu'il était très très fort, qu'il était bien là et qu'il faudra compter sur lui cette saison. Maintenant, comme il le dit, il le répète. Et là-dessus, j'aime beaucoup son approche. C'est que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Un championnat, c'est très long. On ne sait jamais dans quelles conditions on va se retrouver. S'il va se retrouver, on va arriver sur un circuit. Mais voilà, il va peut-être se blesser et puis il va rater des Grands Prix. Donc, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça fait plaisir à voir, c'est que Marc est très, très, très performant et qu'il fait peur à ses adversaires. Xavier, juste une question, je la pose souvent à des pilotes qui ont partagé la piste avec Marquez. C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui on dit qu'un pilote comme Marquez est le plus grand, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand aujourd'hui, quoi? Par ses victoires, par son attaque, par sa fougue, par ce qu'il est capable de faire dans des derniers tours de course. C'est un pilote qui a un talent incroyable. Et voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Au niveau tu partages pas mal de moments avec Johan Zarco, puisque vous êtes plus ou moins voisins maintenant en Andorre. On voit que tu fais pas mal de paddle avec lui. C'est toi qui l'as entraîné pour qu'il soit autant en forme physiquement et qu'il nous fasse une 7e place là en Thaïlande? Ah, ça, c'est notre petit secret à nous, ça. Non, mais c'est vrai que voilà, depuis que Johan est venu s'installer ici, on s'est vachement rapprochés, ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire quand on roulait ensemble en Moto 2 puis les années MotoGP. C'est quelqu'un que j'ai toujours énormément apprécié par sa sympathie, sa simplicité. Et voilà, on passe pas mal de moments ensemble et on s'entend plutôt bien. Vous avez été coéquipier ou pas en Moto 2? Je sais plus, j'ai un doute d'un coup. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Okay.
Et au On est niveau arrivé sur la Calex la même année, lui chez Ajo, moi chez Grésini. Ouais. Et j'avais fait des très bons résultats, mais lui, il a juste été bien meilleur en étant 2 fois champion du monde. Et au niveau de début de saison des Français, donc que ce soit Johan et Fabio Quartararo, qu'est-ce que tu en penses rapidement de nos deux Bah, tricolores? pour Johan, bah, hyper content, il fait son meilleur résultat avec la Honda d'entrée de jeu, donc ça veut dire que c'est très positif. Il s'est énormément préparé cet hiver et le fait de voir que bah, Honda, même s'il il y a encore du chemin à faire les 2 années qui viennent avec Michelin, mais voilà, c'était très positif pour lui. Après, pour Fabio, je ne sais pas trop ce qui s'est passé lors de la course longue, mais c'était clairement pas le niveau attendu. Donc voilà, c'est un circuit où il faut prendre un peu des pincettes. C'est pas le plus technique de la saison, mais il faisait quand même très très chaud. Donc voilà, à voir sur d'autres circuits, mais je pense que la Yamaha a aussi passé un cap et on risque de l'avoir un peu plus souvent aux avant-postes, puisque Miller l'a prouvé qu'il y avait moyen de bien performer. Donc je pense que Fabio en est tout à fait capable aussi et Alex Rins aussi. Tu as déjà roulé, toi, sous des chaleurs pareilles? Il faisait, alors de mémoire, c'était 40 degrés quasiment dans l'air et la piste était à quasiment 60 en sprint et plus vers 50 au niveau de la course longue. C'est vrai que la dernière fois que j'avais été en Thaïlande, il faisait déjà très chaud, mais j'avais pas le souvenir que c'était la course la plus difficile à laquelle j'ai participé. Pour moi, la plus dure, c'était la Malaisie. Et après, les 8 heures de Suzuka. Là, Ah oui. c'est vraiment extrême. Surtout que quand on a fini un relais, il faut se préparer pour en refaire un autre derrière. Donc là, la récup et la préparation étaient vraiment primordiales. Donc voilà, c'est des courses qui sont dures, mais aujourd'hui, les pilotes MotoGP sont préparés comme des vrais athlètes. Et je pense que voilà, faire 45 minutes dans ces conditions, c'est dur, mais ils sont totalement capables de les faire. Allez, dernière petite question et après on te relâche. On est à la minute quasiment 27. Casey Stoner, c'est un bon chiffre. Bah tiens, 27, on va parler du numéro 7, Barry Baltus, ton jeune compatriote, début de saison canon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses premiers pas avec l'équipe Fantique? Ce que je peux dire, c'est que voilà, Barry se sent euh, bien d'être dans une équipe aussi performante. Pas que RW, ce n'était pas performant, mais il n'y a rien à faire. Même si ce sont les mêmes châssis, les mêmes pneus, il y a une approche psychologique et matérielle pour certaines équipes qui font qu'un pilote se sente, je ne vais pas dire plus motivé, parce que Barry a toujours été très très motivé, mais tu as moins de doutes dans ta tête. Et le fait d'avoir un coéquipier aussi fort qu'Aaron Canet, je pense que ça va vraiment le tirer vers le haut. Et voilà, Barry a commencé moins bien la saison que l'année dernière, puisqu'il avait commencé par un podium, mais a fait une bien meilleure saison hivernale. On l'a vu aux avant-postes à chaque séance. Je pense qu'ici, il avait un peu l'appréhension de mal faire, et pourtant, il a très bien fait. Donc, je pense qu'on verra du grand Barry cette saison. Thomas, est-ce que tu as une dernière question pour notre Xavier? Ou Bah est-ce non, qu'on le écoute, libère? écoute, je voulais juste savoir c'est quoi ce qu'il a de marqué sur son t-shirt, parce que du coup. Mais ça, c'est une phrase en anglais avec une faute d'orthographe. Non, mais je crois que Derek, tu voulais qu'on parle un petit peu de ça, justement. Eh ben, écoute, Xavier, alors on va pas te demander d'enlever ton t-shirt, même si on sait que tu as beaucoup d'abdos, etc. Mais garde-le pour tes fans. Mais voilà, si tu peux un petit peu nous présenter ce que signifie Track, qu'est-ce que c'est ce projet-là que tu portes sur toi? Bah alors, Track, c'est un projet que j'ai mis sur pied pour faire des coachings exclusifs en one-to-one avec des pilotes qui désirent s'améliorer en track day sur circuit ou des pilotes professionnels qui veulent aller chercher le petit détail parce que je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquise avec toutes ces années à haut niveau, aujourd'hui je vois qu'en track days, il y a beaucoup de pilotes qui savent rouler vite mais qui n'ont pas la bonne technique pour rouler vite. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'essayer de transmettre aujourd'hui. Et donc, j'espère que c'est quelque chose qui prendra. En tout cas, moi, tous les coachings que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça s'est super bien passé. J'adore faire ça. J'adore ce côté de transmettre mon expérience. Et le fait de remonter sur une moto, c'est quelque chose qui... Il n'y a rien à faire. C'est une adrénaline qu'on retrouve nulle part ailleurs et c'est juste du pur bonheur. Eh bien, écoutez, mes chers amis, nous arrivons à la minute 30. Takaaki Nakagami,
C'est un bon chiffre aussi pour en rester là. Merci Xavier pour ton temps, pour tes explications, Merci, pour tes analyses. Et puis on se dit à très vite sur le track donc. Et puis, dès que tu es dispo, n'hésite pas et on se refait Super. des C'est vidéos. toujours un plaisir de bosser avec toi, Daryl, et avec toi, Thomas. Donc, quand vous voulez, on met ça. Pareil. Pour information, Thomas et Xavier sont collègues sur l'endurance et nous sur le superbike. C'est ça, exactement. On connaît bien Xavier, est connu comme le loup blanc. Allez, merci beaucoup. Faut rien dire. Allez. Salut. Ciao, ciao.